Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Vidéo exceptionnelle, vous allez voir, car non seulement je vais faire une critique de Jurassic World 2, mais attention, à la fin de ma critique, c'est le cadeau, un bonus, il y aura une seconde vidéo, toujours consacrée à Jurassic World 2, mais faite par mon pote Cyril, Cyril que vous connaissez, puisque c'est lui qui fait les débats avec moi. Donc il y aura deux vidéos pour le prix d'une. C'est pas beau la vie? C'est vraiment génial, non? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce rugissement? C'est quoi ça? Pour cette critique, j'ai décidé de le construire, de le diviser en deux parties. La première partie, ce sera donc une critique sans spoil, et la seconde, eh bien, ce sera avec spoiler, car j'ai pas mal de choses à dire, et si je ne spoil pas, eh bien, je ne pourrai pas rentrer dans les détails de ce film et vous expliquer mon avis dessus. Donc je serai obligé de spoiler, mais ce sera dans la deuxième partie, je vous l'indiquerai, ne vous inquiétez pas. Alors, que raconte Jurassic World 2? C'est dans le teaser. L'île où se trouvent les dinosaures, eh bien, il y a un volcan qui rentre en éruption, donc il faut sauver les dinosaures. On appelle le fameux couple qu'on a vu dans le précédent film à la rescousse, et pour sauver quelques espèces, parce qu'ils ne peuvent pas sauver tous les dinosaures. Et bien dans la deuxième partie, on va voir que ça va pas se passer comme il le souhaitait et que ces dinosaures que soi-disant on a sauvés pour que leur race perdure, c'est pas vraiment le cas. Mais je le dirai dans ma partie spoiler. Jurassic World Fallen Kingdom est donc réalisé par le cinéaste espagnol Juan Antonio Bagnola. Juan Antonio Bagnola est un cinéaste que j'aime spécialement puisqu'il a réalisé 3 films auparavant, pas plus. Tout d'abord L'Orphelinat, qui est un film d'épouvante gothique que je trouve magnifique. Il a réalisé le drame The Impossible que j'ai trouvé assez puissant. Et il a réalisé ce conte fantastique, mi-film pour enfants et pour adultes, un conte fantastique très sombre qui s'appelait Dernière minute après minuit, qui faisait partie de mes films préférés, de mes 10 films préférés de l'année dernière, qui est un conte fantastique très sombre sur la mort. Et évidemment, j'attendais ce film Jurassic World 2 avec impatience, vu que voilà, le nom de ce réalisateur, pour moi, c'est synonyme de réussite. Peut-on vraiment réaliser un film personnel lorsque on met en scène un film de la franchise Jurassic Park? Je me le demande encore. Le scénario est écrit par Colin Trevorrow. Colin Trevorrow, n'oublions pas, c'est lui qui a mis en scène le précédent Jurassic World. Alors c'est pas lui qui a réalisé cette suite, puisqu'il devait réaliser l'épisode 9 de Star Wars, mais comme on sait, pour des obscures raisons, il a été viré, et donc il est revenu un peu sur le projet, donc il a écrit le scénario, et il aurait un petit peu charpenté au niveau de la mise en scène. Enfin, il était vraiment proche, en tout cas sur le plateau, lors du tournage. Et bien sûr, Steven Spielberg est toujours producteur exécutif sur ce film, comme dans le reste de la franchise. Alors, que vaut cette suite? Eh bien, mon avis est assez partagé pour ce film. D'abord, je trouve que c'est vraiment un film spectaculaire. Visuellement, c'est vraiment un beau film. C'est peut-être même le plus beau film depuis le premier, le fameux Jurassic Park mis en scène par Steven Spielberg. Esthétiquement, c'est vraiment un film superbe, bien mis en scène. On voit vraiment le savoir-faire du réalisateur espagnol. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le souci, c'est le reste. Le scénario est intéressant, du moins à la base, mais ça ne va jamais jusqu'au bout. Le film est truffé d'incohérences. Les personnages, sont totalement quasi inexistants. Il y a plein de bonnes idées dans ce film, mais malheureusement, je ne les trouve pas bien exploitées.
J'ai l'impression que rien ne va jusqu'au bout. Résultat, c'est un film où on est vraiment diverti, mais on en sort particulièrement frustré. Alors voilà, le film reste divertissant. C'est vraiment dans la lignée des précédents films. Les effets, au niveau des effets spéciaux, eh bien, ça reste toujours fabuleux. Les effets spéciaux, que ce soit numériques ou animatroniques, c'est-à-dire tous les gros plans des dinosaures, notamment leur gueule, leur cou, dans ces cas-là, ce sont, on va dire, des marionnettes qui sont manipulées et qui sont vraiment d'un réalisme bluffant. En termes de mise en scène, on sent vraiment le savoir-faire du réalisateur. Il y a beaucoup de plans séquences hallucinants dans ce film. Alors, je vais pas trop spoiler, hein, on la voit dans la bande-annonce, cette fameuse scène où on voit pour les personnages, pour se sauver de l'île, ils se retrouvent dans cette fameuse sphère qui tombe dans un ravin. Et là, c'est filmé en plan séquence. On voit cette sphère qui est dans l'eau et on voit les dinosaures qui tombent, la lave également, puisqu'à ce moment-là, le volcan rentre en éruption. Et tout ça en plan séquence. Il y a vraiment une immersion totale au moment de cette scène qui est incroyable. Vraiment, techniquement, en termes de mise en scène, c'est un film quasi irréprochable. Mais le problème, c'est le scénario. Alors on est bien d'accord, mis à part le premier film, on ne peut pas dire que la suite des Jurassic Park brille par leur scénario, mais au moins il y avait plus ou moins une cohérence. Les acteurs, globalement, sont plutôt bons. On est très content, en tout cas moi je suis heureux de retrouver Jeff Goldblum dans le rôle du mathématicien spécialiste du chaos qu'on a vu dans le premier Jurassic Park, dans le deuxième aussi. Je suis content de le revoir là, on le voit vraiment très peu, on voit au début du film, on voit à la fin. Son apparition, pour moi, c'est plutôt un hommage qu'autre chose, puisqu'il explique en gros tout ce qu'on sait à partir du premier film. C'est que il n'était pas du tout d'accord avec la création des dinosaures et que pour lui c'est le début du chaos. Il le répète là. On retrouve évidemment les personnages principaux, enfin les deux personnages principaux du précédent Jurassic World, l'acteur Chris Pratt et sa copine Bryce Dallas Howard. Voilà, ils sont sympathiques, ils sont beaux tous les deux, ils font le job. Sans brio à mon avis, mais bon voilà, on va pas voir un Jurassic Park pour eux, mais c'est surtout pour les dinosaures. Et là, au niveau des dinosaures, ils sont parfaits, tout aussi réalistes que dans les précédents films, heureusement, puisque c'est quand même l'intérêt numéro un d'un Jurassic Park. En termes d'ambiance, on est très proche du cinéma d'épouvante, du macabre. Et c'est là aussi encore, on sent la patte du réalisateur Bagnola. N'oublions pas, c'est lui qui a réalisé L'Orphelinat, entre autres. Et là, on retrouve vraiment, c'est probablement le film le plus effrayant de la saga. C'est vraiment, pour le coup, un vrai film de monstre. Et on est même proche d'Aliens à certains moments, notamment dans la deuxième partie. Et moi, évidemment, ça me réjouit. On est vraiment à certains moments dans l'horreur pure. Bon, il n'y a aucune scène gore, mais voilà, on est quand même proche de l'horreur, un peu comme dans le cas également de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, où là aussi Steven Spielberg faisait pas mal de références au cinéma d'horreur, et notamment à Nosferatu. Rappelez-vous la fin du film, où le cargo arrive, je ne sais plus, à San Diego ou à New York, je ne sais plus, et à ce moment-là, le tyrannosaure sort du cargo pour attaquer la ville dans le monde perdu. Tous ceux qui étaient dans le cargo sont morts. C'est exactement Nosferatu de Murnau. Et là aussi, il y a ce genre d'hommage dans ce film-là au cinéma fantastique, au cinéma gothique d'épouvante, notamment dans la deuxième partie. Mais je vais revenir dans la partie spoiler, car vraiment dans la partie regardez la vidéo jusqu'au bout, vraiment dans la partie spoiler, j'ai vraiment des choses à dire. Et d'ailleurs, on va y aller tout de suite là. Allez, partie spoiler. Alors comme je l'ai dit, le film est vraiment construit en deux parties. Il y a la partie sur l'île, donc le sauvetage. Et là, on retrouve tous les ingrédients des précédents Jurassic Park. Il n'y a rien vraiment de nouveau à part cette fameuse éruption. C'est d'ailleurs pour moi la partie la plus sympathique du film, celle que je préfère. C'est là où peut-être il y a le plus d'émotions. On retrouve une certaine poésie. Et le film, c'est peut-être là les scènes les plus belles du film, notamment
la fin de cette première partie où justement la larve recouvre toute l'île et on entend au loin, on voit la silhouette du brontosaure hurler car il est en train de mourir. Et c'est là le film, c'est là le titre du film, Fallen Kingdom, la chute du royaume. Et c'est là où c'est cette scène-là qui, pour moi, représente vraiment le film. C'est ces plans où on voit la destruction de l'île et la silhouette du brontosaure qui hurle. C'est une scène magnifique, une scène grandiose, une scène quasi émouvante. C'est peut-être le plus beau moment du film. Et rien que pour ça, j'étais content de voir ce film-là. Le problème, c'est que le reste. La deuxième partie se passe entièrement dans la demeure de l'investigateur de ce projet pour sauver les dinosaures, qui lui souhaitait réellement sauver les dinosaures. Sauf, évidemment, ses comparses ont décidé de faire les choses autrement et se servir de dinosaures comme armes, et donc de les vendre en tant qu'armes. Et un peu comme dans les aliens, hein. Alien, c'est toujours un peu ça, tenter de récupérer l'alien pour en faire une arme. Enfin voilà, c'est un peu bateau. Voilà, bon, pourquoi pas. On aurait aimé quand même que ça raconte autre chose, mais voilà, la deuxième partie, ça raconte ça. Et là, il y a vraiment beaucoup d'incohérences dans ce film, que ce soit dans la première partie, qui est la meilleure du film, et la seconde partie, qui a des bons moments, mais voilà, il y a vraiment énormément de cohérence. Première incohérence, c'est sur l'île. J'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse construire un parc, créer des dinosaures. Ça vaut des milliards tout ça. Et on dépensait des milliards sur une île où il y aurait une possibilité d'éruption volcanique. Personne ne va me faire croire qu'ils n'ont pas fait de tests, que personne n'a fait des tests auparavant pour savoir s'il y avait un risque, soit au niveau d'un tremblement de terre ou de l'éruption d'un volcan, avant de construire une île où il y aurait des centaines de dinosaures et qui pourrait accueillir des dizaines de milliers de visiteurs. C'est pas possible, c'est totalement idiot, c'est pas du tout cohérent. Mais bref, c'est peut-être pas le problème numéro un, mais c'est déjà rien que ça, la base de l'intrigue ne colle pas. La deuxième partie, c'est un quasi huis clos, la deuxième partie. Ça se passe donc dans la demeure dont j'ai parlé. Une demeure assez gothique, on est vraiment proche du cinéma d'épouvante à ce moment-là. Et j'aime bien, attention, ça me fait plaisir de voir ça. Mais est-ce que ça va avec la thématique du dinosaure? Je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas. Les dinosaures, donc ils souhaitent les vendre, mais pour combien? Vous allez me dire pour 30, 40, 50 millions? Non. Un dinosaure, ça vaut 2, 3, 4, 5 millions. Alors évidemment, il y a aussi des dinosaures, notamment la Raptor, qui est génétiquement modifié, donc lui, il vaut beaucoup plus. Mais en général, un dinosaure vaut 3-4 millions dans le film. J'ai du mal à croire que des animaux qui sont donc les seuls rescapés de cette île, valent que quelques millions de dollars. À mon avis, ils valent beaucoup plus. Ensuite, le propriétaire de cette demeure, qui lui souhaitait réellement sauver ces dinosaures, eh bien évidemment, il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe chez lui. Il n'est pas du tout au courant qu'on a quasiment construit une base pour récupérer ces dinosaures pour pouvoir les vendre. Visiblement, il n'est au courant de rien. Alors, il n'a pas du tout l'air sénile dans le film, bien au contraire. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Voilà, je ne vais pas égrener toutes les incohérences, sinon je vais y passer à certains moments, et c'est pas les choses les plus intéressantes, mais c'est ça le problème du film, c'est qu'on a l'impression que le scénario a été écrit vite fait, et on a jeté ici et là quelques idées, qu'on a essayé vainement de les aligner, et ça passe ou ça ne passe pas. On va se dire, oh, c'est pas grave, les spectateurs vont y croire, l'important c'est qu'ils voient des dinosaures et qu'il y ait du spectacle. Mais moi, je suis désolé, s'il n'y a pas de la cohérence qui relie toutes les scènes, ça ne fonctionne pas. Alors la deuxième partie, comme je l'ai dit, c'est quasiment entièrement un huis clos. Ça, vraiment, on s'y attendait vraiment pas en voyant la bande-annonce, que ce soit vraiment un quasi huis clos pendant plus d'une heure. Alors moi, je vais dire pourquoi pas. On sent que Bayona prend son pied à ce moment-là. Et je me demande même si c'est pas là où on retrouve vraiment la patte du réalisateur. La première partie ressemble vraiment à du Spielberg. On a vraiment l'impression que c'est lui qui a réalisé les films.
et la seconde partie, on sent que c'est vraiment du pur Bayona. On retrouve vraiment toutes ces thématiques, la peur de l'enfance vis-à-vis de la mort et de l'inconnu. Le fait que les enfants sont maltraités, torturés à cause des adultes en particulier. Et là, on retrouve bien cette thématique-là, puisqu'il y a une jeune fille, une jeune adolescente dans ce film qui a été créée génétiquement. Donc pourquoi pas? Mais le problème là aussi, ça va pas jusqu'au bout. On sait que voilà, la fille a été créée génétiquement et qu'à un moment dans le film, eh bien les dinosaures sont gazés et donc cette fille qui se sent proche génétiquement parce que voilà, j'ai été créée génétiquement comme les dinosaures, il y a une certaine connexion qui se lie entre elle et eux, eh bien elle décide de les sauver. Pourquoi pas? Ça fait penser un peu à Ripley dans l'Alien 4 par rapport aux aliens. Voilà, il y a aussi une certaine connexion, puisque là, voilà, il y a une certaine ADN. Là, ça ne va pas jusque-là, elle n'a pas d'ADN de dinosaure en elle. Mais voilà, elle sent une certaine connexion parce qu'elle dit, allez, moi aussi, j'ai été créé, recréé génétiquement. Mais ça ne va pas jusqu'au bout. On aurait aimé que ce personnage soit un peu plus approfondi parce que c'est quand même une des grandes surprises du film. On s'y attend pas. Alors la deuxième partie, ça ressemble vraiment à un film d'épouvante dans une grande demeure. Et ça m'a beaucoup réjoui. Il y a quelques hommages à Dracula, au film de la Hammer, au film gothique. Il y a quelques scènes, notamment cette scène où justement cette fille est cachée dans son lit, sous les draps, et on voit des griffes qui apparaissent. Alors, ça ressemble vraiment à du Nosferatu, ou alors à des Dracula de la Hammer. Il y a une scène où on voit un dinosaure qui hurle. Il y a la lune derrière, ça c'est du pur cinéma gothique, du fantastique gothique. Donc tout ça, ça me réjouit. La question que je me pose, est-ce que ça va avec? Ensuite, et c'est le problème de tous les films actuels, il est beaucoup trop long. Le problème, c'est que la longueur, là, on le ressent toujours, surtout dans la deuxième partie du film, c'est-à-dire dans la demeure. C'est le fameux syndrome des films à couloir. Alors dans les Aliens, notamment les premiers, c'est magnifiquement géré. Il y a des moments où je me suis un peu ennuyé à certains moments du film parce que c'est très répétitif. Les gens courent dans un couloir, ils sont poursuivis par les dinosaures, ils se réfugient. À ce moment-là, un dinosaure revient vers eux, ils courent dans les couloirs et c'est comme ça pendant 1 heure. Je crois que grosso modo, j'ai tout dit sur ce film, enfin du moins ce qui était pour moi important. J'aurais pu parler de la musique que j'ai trouvé plutôt réussie. Il y en a plein qui ont trouvé fade. Non, moi je trouve pas. Je trouve qu'il y a un moment je trouve qu'il y a des chœurs assez grandioses dans la musique qui n'était pas le cas dans les précédents Jurassic Park. Donc au contraire, je trouve que la musique, c'est justement une des choses vraiment à sauver dans ce film. Donc voilà, mon avis globalement, c'est que je trouve que c'est une suite intéressante. Il y a des moments assez novateurs dedans, notamment le mélange des genres. Je pense qu'il voilà, il y a des moments, il y a des choses personnelles dans ce film. Est-ce que c'est un film d'auteur? Franchement, je ne le pense pas, mais voilà. Moi, je suis quand même assez partagé. Le film, grosso modo, ne raconte vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il aurait gagné en ayant au moins 20-25 minutes de moins. C'est vraiment le syndrome des longs métrages qui font 2h10, 2h30, 3h. On ne sait vraiment pas pourquoi. Bon, vous l'avez compris, je suis pas super emballé. Je trouve que c'est un film sympa, mais vraiment, je suis pas emballé du tout. Mais dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si pour vous ce film est digne de la franchise. Par rapport au précédent Jurassic World, dites-le moi si vous le trouvez meilleur, aussi bien, moins bien. Moi, même là, je suis partagé, puisque au moins le Jurassic World, que là non plus, j'ai pas adoré, mais au moins, c'est vrai, le fait de voir qu'enfin ce parc est ouvert au grand public, ça a un petit côté jouissif, c'est quelque chose qu'on attendait dès le second film, on était frustrés de ne pas le voir, et le fait de voir enfin un film qui raconte l'ouverture du parc, il y avait un petit côté jouissif. Mais c'est tout aussi, hein, il n'y avait pas autre chose. C'est pas par le fait qu'il y ait des dinosaures génétiquement modifiés qui rendent le film vraiment passionnant, c'était pas le cas. Pour conclure, on peut dire que les personnages les plus intéressants du film, en fin de compte, ce sont les dinosaures. Et j'ai l'impression vraiment que Bayona, il s'est surtout intéressé aux dinosaures. Pour eux, ce sont les personnages principaux.
Il y a vraiment certains dinosaures ont une réelle psychologie, une réelle émotion, pour dire que j'ai pris mon pied en le voyant, non. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Jurassic World 2. Likez la vidéo si vous l'avez trouvé sympa, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si la Cult Geek vous intéresse, et moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye! Hello les amis. Alors, après avoir longuement débattu avec Serge, il se trouve qu'on avait envie de ne pas passer à côté certaines choses à propos du film Jurassic World Fallen Kingdom. Alors voilà, on va rajouter là, dans cette petite vidéo ce que moi j'avais envie de dire sur ce film. Alors d'abord quelques détails qui moi m'amusent, que j'avais envie de dire. Lorsque les personnages arrivent dans le manoir, au début, pour rencontrer Lockwood, ils font face à la gouvernante. La gouvernante est jouée par Geraldine Chaplin. Geraldine Chaplin, c'est la fille de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, qui était un film dirigé par Attenborough, qui jouait Hammond avant, le milliardaire Hammond, à l'origine de Jurassic Park, avant que la famille Lockwood. Ensuite, lorsqu'ils arrivent sur l'île, ils ont affaire à tous ces militaires-là, et leur chef, on lui dit, je ne sais plus si c'est Chris Pratt ou un autre, il lui dit c'est vous le chasseur blanc cœur noir. En gros, c'est ça, dans le dialogue en version originale. Ça, c'est une référence directe au film de Clint Eastwood, le film de Clint Eastwood qui était un hommage à tout le cinéma de John Huston. Et c'est là où je voulais en venir d'abord, c'est que le deuxième film de Spielberg, The Lost World, était en lui-même déjà un hommage au cinéma de John Huston. La thématique de John Huston, c'était la thématique de l'échec. Les personnages étaient toujours mis en échec, ils avaient toujours un but, ils n'y arrivaient jamais, ils étaient mis en échec. On peut dire que c'est exactement la thématique principale de tous les Jurassic Park initiés par Steven Spielberg. Alors voilà, cela étant dit, il y a encore d'autres choses qui sont quand même beaucoup plus importantes à dire là-dedans. C'est un film de Bayona, c'est un film d'auteur de Bayona, ne serait-ce que par la vision que les enfants posent sur le monde adulte. Alors vous allez me dire, ça c'est du Spielberg aussi, mais il se trouve que c'est du Bayona aussi, c'est-à-dire que les enfants subissent le mal que font les adultes autour d'eux. C'est le cas dans l'orphelinat, c'est le cas dans Monster School, moins dramatique dans Monster School, mais c'est quand même assez beau. Là, on a affaire à une petite fille qui est la petite fille Lockwood, dont on découvre à la fin qu'elle n'est pas la fille de sa mère, mais qu'elle est la clone de sa mère qui est morte. Ce qui est extrêmement important, puisque ça veut dire qu'elle se sent tout de suite un lien avec les dinosaures. Et c'est ce qui est montré dans toute la mise en scène. On nous dit juste qu'elle n'est pas la fille de sa mère et qu'elle est la clone de sa mère qui est morte. Attention, on ne nous dit absolument pas qu'il y a du dinosaure et du reptilien en elle dans la manipulation génétique qui a été effectuée pour la fabriquer. Ce sera amusant que si c'est dit dans les films suivants. Ce serait assez énorme d'aller jusque-là. Parce que là, le film ressemble déjà à du Aliens. Ce serait vertigineux d'aller dans ce sens-là dans les Jurassic Park aussi. Mais bref, là, on nous dit juste que elle est le clone de sa mère, elle n'est pas sa fille. Or, dans la mise en scène, on nous montre clairement, Bayona nous montre clairement qu'elle a un lien direct avec les reptiles, avec les dinosaures. Ça se voit lorsqu'elle regarde la vidéo où Chris Pratt entraîne le vélociraptor Blue. On la voit très clairement développer de l'empathie envers Blue, en même temps que Blue est en train de développer de l'empathie envers le personnage de Chris Pratt. On la voit faire ça, on la voit faire exactement le même mouvement que Blue. À d'autres moments, il y a comme ça des petits trucs de mise en scène qui nous la montrent beaucoup en fait à la manière de Spielberg dans son Lost World à lui. L'ombre de la fillette qui se mélange avec le monstre, avec le vélociraptor, ou je ne sais plus n'importe quel monstre des dinosaures qui vient vers elle. Dans cette scène d'ailleurs, dans sa chambre, qui est très gothique et qui ressemble beaucoup à du Nosferatu, à du Dracula, qui était aussi une référence avouée dans la mise en scène de Spielberg à l'époque, avec King Kong, mais aussi du Nosferatu et du Dracula dans la tonalité du film. Ça fait quand même beaucoup penser à ça, toute la tonalité gothique, on la retrouve à la fin du film, sous la pluie, bref. Là, on nous montre bien pendant tout le film, dans certains trucs de mise en scène, que la gamine s'identifie complètement aux dinosaures. Et parce qu'elle découvre qu'elle est clonée, comme les dinosaures, et parce qu'elle développe de l'empathie envers ces animaux-là. Bon, ben, c'est un enfant aussi, les enfants, ils adorent les dinosaures.
À la fin, il y a cet effet absolument formidable lorsqu'elle est devant la vitre. On a le reflet de la gueule du dinosaure qui se mélange avec le visage de face de la petite fille. La mise en scène est très claire sur ce point. Or, c'est elle qui libère les dinosaures exactement pour cette raison-là à la fin. Et c'est là qu'il y a un point absolument important. Le personnage principal du film, ça je crois que Serge l'a dit, c'est Blue. Blue, c'est une femelle. Le vélociraptor qui s'appelle Blue, c'est une femelle. Et c'est comme dans quasiment tous les films de Bayona. Et donc dans ce film-là, les personnages importants sont tous des femmes. Blue, la petite fille, et le personnage de Bryce Dallas Howard. Chris Pratt, le personnage de Chris Pratt, il est très très bien aussi, mais c'est plus elle qui prédomine dans le film. Or, le personnage principal, donc on a vraiment l'impression que c'est Blue, c'est elle, c'est Blue, le Velociraptor, qui est importante et qui sauve tout le monde à la fin. Bon. Et c'est là que moi j'ai envie de dire quelque chose, c'est que qui est le protagoniste à ce moment-là? C'est le personnage de Bryce Dallas Howard, Claire. Pourquoi? Parce que c'est celle qui change d'avis, qui change de psychologie entre le début et la fin du film. Le protagoniste, c'est celui qui a le plus de conflits. Le personnage principal, c'est pas la même chose. Au début, le personnage de Bryce Dallas Howard, elle veut sauver les dinosaures, absolument, elle ne pense qu'à ça, elle veut absolument se sauver ces bestiaux. À la fin, elle n'appuie pas sur le bouton pour les sauver. Elle décide de ne pas appuyer sur les boutons. Elle décide que c'en est trop, après tout ce qu'elle a vécu, justement, elle n'appuie pas sur le bouton. C'est pas elle qui sauve les dinosaures. En bien ou en mal, on verra la suite. Donc ça, il me semble que c'est un point extrêmement important à souligner sur ce film-là. Ensuite, il y a l'aspect philosophique. Le personnage de Yann, Jeff Goldblum, qui ouvre et clôt le film, il dit des choses qui sont finalement très très philosophiques. C'est la métaphore du film. Moi, ça me rappelle Engels. Engels disait que la merde capitaliste, il le disait comme ça, la merde capitaliste dans laquelle nous vivons, elle vient du néolithique. À partir du moment où au néolithique on a commencé à accumuler les stocks agraires, à faire de l'agriculture et tout, on avait déjà la merde capitaliste en demeure, en essence, à partir de là. Yann, Jeff Goldblum, dit exactement la même chose. À partir du moment où on a commencé à cloner les dinosaures, eh ben, il ne faut pas s'étonner que ça déborde et qu'on en arrive à ça. Or, à quoi on en arrive exactement? À ce que fait le personnage de Ellie, Lockwood, eh ben, il fait de l'ultra-capitalisme avec les dinosaures. C'est quelque chose qui était déjà amorcé, qui était déjà dénoncé dans le Jurassic World précédent, qui dénonçait la mainmise du complexe militaro-industriel sur ces créatures génétiquement créées. Là, la dénonciation va encore un peu plus loin. Voilà en gros le principal de ce que j'avais envie de dire sur ce film. Je dirais que moi, ce qui m'a gêné, une scène cliché, que j'ai trouvé cliché, qui pour moi a du mal à passer, c'est lorsque Ellie tue Lockwood. Lockwood dit, il découvre ce que l'autre est en train de faire, il dit je vais appeler la police. Et l'autre il dit bon bah non, je vais te tuer. Cette scène-là, elle est très cliché. On sent qu'elle est là parce qu'il fallait que ce soit là et il faut avancer l'intrigue. C'est pas grave, il y a tout le reste, tout ce que dit le film, mais j'ai trouvé cette scène-là juste un petit peu cliché. Par contre, je pense vraiment que Lockwood n'est pas dupe de ce qui se passe. Ce n'est pas dit clairement dans le film, mais je pense qu'il sait très bien que dans le sous-sol de sa propre baraque, il y a de la manipulation génétique qui est faite. Je pense qu'il le sait très bien, mais il n'en est pas encore à penser à quel point ça peut être malveillant. Il pense encore que c'est bienveillant de la part de Ellie. Il est sûrement un peu dans le déni de ça. C'est mon interprétation quant à ce personnage-là. Je trouve un peu cliché la scène du meurtre, mais c'est pas grave, c'est pour aller vite et puis l'intrigue avance. Donc voilà, en gros, c'est ce que je voulais rajouter sur ce film. En espérant que ça ne contredise pas trop tout ce qu'a dit Serge. C'était pour enrichir. À une prochaine fois pour un vrai débat à deux.